ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'ancien ministre Moussa Mara il y a un débat dans votre des élections après le mois de février. Le Premier ministre a annoncé hier que le confrère de France 24 de RFI hypothèse report. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais merci bien. Il est difficile pour moi aujourd'hui de me prononcer sur ce sujet, qui est un sujet aujourd'hui qui fait l'objet de beaucoup de débats. Je crois que c'est les acteurs politiques d'abord qui sont concernés, eux, par les votes ou les élections en premier lieu, qui peuvent vraiment se prononcer. Pour le moment, je pense réellement que je n'ai pas grand-chose à dire par rapport au tenue ou à la non-tenue des élections à la date pour le moment. Je crois que je m'en tiendrai à ce qui a été dit. C'est que dans 18 mois, la transition doit se terminer. Et bien, s'il y a d'autres forces d'autres cas de force majeure qui nous obligent à faire autre chose, c'est au peuple dans son ensemble qui va apprécier quelle est la réponse qu'il faut donner à ça aussi. Et il est difficile individuellement aujourd'hui de sortir pour prendre une position. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une forme d'indulgence de vous, imam, quand on sait que le 28 août dernier, vous déclariez aux militaires de tenir leurs promesses de changement, c'est-à-dire d'aller vers une élection rapide, à des élections et la mise en place d'un gouvernement plus d'un président puis de l'exécutif. Aujourd'hui, vous dites que c'est difficile de vous prononcer dessus quand on sait que la volonté de la jeunesse aujourd'hui, c'est une rallonge. Est-ce que vous n'êtes pas un peu indulgent? Je ne peux pas leur prêter cette volonté d'abord pour le moment. Je préfère quand j'ai des éléments qui sont sûrs, et puis ensuite je vais me prononcer. Mais je ne peux pas vraiment me fier sur ce que les uns et les autres disent pour déclarer une position. C'est vraiment difficile pour moi. Peut-être d'autres personnes peuvent se le permettre, mais moi je ne peux pas aujourd'hui, sur la base de ce que les uns et les autres ont dit, si ce n'est pas hier que le Premier ministre a fait entendre qu'il y a possibilité d'avoir un glissement, moi je n'ai jamais senti qu'il y avait une volonté ou une position de prolonger ou de ne pas prolonger. Le jour où ça va être un débat, je donnerai ma position par rapport à ça. Mais pour le moment, je préfère m'abstenir. Alors, imam, il y a des acteurs politiques qui ne sont pas surpris de cette attitude adoptée par le Premier ministre qui fait une rallonge. Puis, c'est le président de la jeunesse du parti de Moussa Traoré, par conséquent nostalgique de ces moments. Je n'ai pas bien saisi votre question. Alors, j'ai dit il y a des acteurs politiques de Togo, qui disent, des acteurs politiques maliens, qui disent qu'ils ne sont pas surpris de l'attitude du Premier ministre d'aujourd'hui, qui a été le président de la jeunesse du parti de Moussa Traoré. On connaît, dictateur, donc il a cette nostalgie. Donc ces manœuvres ne sont pas surprenantes. Bon, écoutez, je ne voulais vraiment pas me hasarder à rentrer dans ces polémiques politiciennes. Je préfère vraiment laisser ça aux acteurs politiques. Je ne vais pas rentrer dans ça. Je ne veux pas. Le jour où ça va être un débat qui est réel, qui est là en face de nous, et en ce moment, je dirai ma position. Mais je préfère ne pas rentrer dans ces détails-là pour moi. Alors, les assises nationales pour la refondation de l'État, quel regard vous portez sur ces travaux? Ben écoutez, je n'ai pas encore, moi personnellement, pris part à ces travaux. On attend pour voir ce que ça va donner. Ensuite, je m'y prononcerai. Mais pour le moment, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Est-ce que vous les boycottez quand vous dites que vous n'avez pas pris part aux travaux? Est-ce que c'est un boycott? Non, ça n'a pas commencé encore, les assises. On ne peut pas parler de boycott. Il faut d'abord qu'il y ait les assises pour qu'on boycotte ou pour qu'on ne boycotte pas. Ce n'est pas encore fait. Et si elles devraient s'ouvrir, est-ce que vous continuez de prendre part?
Pour le moment, ce n'est pas arrivé. C'est au moment où ça va arriver et c'est en ce moment que je vais me décider. Mais je ne parlerai pas avant ça. Est-ce que les raisons avancées par un ancien Premier ministre, Samara, qui déclare que les élections ne sont pas des élections qui se déroulent sur le territoire, mais ce sont les populations qui votent, les citoyens qui votent. Et qu'au Mali, aujourd'hui, les conditions sécuritaires peuvent permettre à l'organisation d'une élection et donc permettre à 80% de la population malienne de voter. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? Écoutez, c'est très difficile aujourd'hui de se prononcer là-dessus. Il y a des autorités qui sont en charge de conduire ces élections. C'est eux. Moi, je ne suis pas chargé des élections. Je ne sais pas est-ce qu'on peut le faire, on ne peut pas le faire. Je ne peux pas me prononcer sur ça d'abord pour le moment, je l'ai dit. Il y a des gens qui sont là, qui, eux, doivent faire ce travail. S'ils ont des raisons pour lesquelles ils pensent que ça ne peut pas se faire, ils vont le dire et le peuple va apprécier. Mais je ne peux pas, moi, seul me prononcer pour dire que, bon, pour telle raison, on ne peut pas faire des élections ou on peut faire des élections. Je crois que ce serait hasardeux de ma part de m'avancer dans cette voie. Alors, sur la situation sécuritaire au Mali, on va sortir un peu du cadre politique pour revenir à la société. Imam, le même Premier ministre actuel, Sogel Kokala Maïga, a déclaré que la France a abandonné le Mali en plein vol en parlant de la possible suspension de l'opération Barkhane. Est-ce que vous avez le sentiment que le Mali aujourd'hui est laissé pour compte? Pour moi, le Mali n'est pas laissé pour compte parce que les Maliens sont là. À partir du moment où le peuple malien souverain est là, moi je ne peux pas dire que le Mali est laissé pour compte. Si tout le monde entier se réunit pour abandonner le Mali, si les Maliens même n'abandonnent pas leur pays, je pense que rien n'est gâté. Il ne faut pas penser que sans les autres, nous ne pouvons rien faire. Et je crois que c'est d'ailleurs le problème que moi j'ai avec beaucoup de gens. Je pense, avant de compter sur qui que ce soit, je crois qu'après Dieu, c'est nous-mêmes qui devrons vraiment nous mettre ensemble pour chercher une solution. Je l'ai toujours dit souvent que si on interroge le génie malien, ça va nous sortir certainement des voies et puis des solutions pour sortir de cette situation. Mais penser que c'est les autres, s'ils nous abandonnent, c'est comme si c'est le bon Dieu qui nous a abandonnés. Je crois que ce n'est pas ma vision des choses. Et je ne pense pas que si la France nous abandonne aujourd'hui et que c'est la fin du monde, ou bien que si la France reste, c'est la solution, ou si quelqu'un d'autre vient, demain matin on va sortir de cette situation. Quels que soient les gens qui vont venir ici, quelles que soient les forces en présence, si les Maliens même ne se mettent pas ensemble pour savoir que le problème c'est d'abord leur problème, la guerre c'est la leur, ce n'est pas les autres qui sont en train de souffrir, c'est nos populations, c'est à nous de nous mettre ensemble pour chercher une solution. Je ne pense pas moi, de mon point de vue, qu'on va s'en sortir comme ça. Alors on peut penser que le discours selon lequel le Mali peut s'en sortir quand les Maliens s'entendent relève une invocation, alors que nous avons une réalité, c'est la guerre, d'autant que les autorités maliennes disent que la France a décidé de partir, elles vont recourir à la société privée turque, plutôt russe, Wagner. Est-ce que ça ne donne pas l'impression quand même que le Mali est obligé de s'appuyer sur ces pays? Je ne pense pas que le Mali est obligé aujourd'hui de faire recourir à qui que ce soit. Le Mali est obligé d'abord de se mettre ensemble, de savoir que la guerre c'est leur guerre et le problème que nous vivons c'est d'abord notre problème, ça nous concerne nous d'abord avant les autres et c'est à nous de chercher les solutions. Je l'ai dit et je le répète. Et c'est ma conviction que si on met le monde entier avec nous et on en amène les armadas de tout ce qu'on peut penser, si nous-mêmes on n'a pas la volonté, on ne se met pas ensemble, on ne s'engage pas pour notre pays, il est difficile que les autres puissent vraiment venir faire le boulot à notre place. Ça c'est ma conviction et je ne pense pas qu'il s'agit vraiment d'amener des hommes ou des armements seulement. Il s'agit aujourd'hui que les Maliens se mettent ensemble et qu'ils croient
ils croient en eux-mêmes que nous sommes un grand pays, nous sommes une grande nation et nous pouvons avoir des problèmes. Ça arrive à toutes les nations. Mais il n'est pas dit que ces problèmes ne puissent pas avoir des solutions jusqu'à la fin des temps. Si vraiment on se met ensemble, on trouvera la solution. Ça, c'est ma conviction. Ben, les autres peuvent nous aider. On peut avoir des armements par-ci, par-là. On peut être formé par d'autres. On a besoin des autres aussi, puisqu'on ne vit pas dans un endroit ailleurs que sur cette planète. Donc, nous avons besoin des autres, comme les gens aussi peuvent avoir besoin de nous. Mais quel que soit l'apport des autres, si nous-mêmes on ne se met pas ensemble et qu'on ait la volonté vraiment de trouver une solution à ce problème-là et en finir, je ne pense pas que les autres qui vont venir ici, que ce soit, je sais pas, occidentaux ou russes ou ailleurs, c'est la solution sans nous-mêmes. Alors, oui, en attendant, est-ce que le Mali aujourd'hui a besoin d'une force étrangère pour sa sécurité? En attendant, vous vous mettez ensemble. Et ma deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce qui retarde cela? Parce que depuis très longtemps, c'est cette volonté exprimée par les Maliens, mais qui n'y parviennent pas. Oui, on n'y parvient pas, mais c'est ce qu'il faut il faut qu'on y parvienne, parce que c'est là-bas où il y a la solution, pour les Maliens et pour les Africains dans leur ensemble. Ce n'est jamais les autres qui peuvent vraiment venir nous donner des solutions. Et c'est cette situation dans laquelle, moi je le dis souvent en taquinant l'élite politique, on nous met pour nous faire croire que sans les autres nous ne pouvons rien. Est-ce que nous avons besoin d'une force étrangère? Mais les forces étrangères, elles sont déjà là. Elles sont là, il y a des milliers de forces qui sont là, ça n'a pas résolu le problème. Je ne pense pas aussi que la venue d'un millier qui va venir demain va résoudre le problème. Le problème d'abord, c'est nous-mêmes, c'est nous. C'est pas les autres qui peuvent vraiment résoudre notre problème. Qu'est-ce qu'il faut que vous compreniez cela? Ce qu'il faut, peut-être... Bon, ce qu'il faut, c'est peut-être vers ça qu'on est en train d'aller maintenant, parce que quand vous cherchez partout et vous mettez sur toutes les pistes et que ça ne marche pas, et peut-être que ça va vous donner vraiment à réfléchir. Aujourd'hui, les Maliens doivent réfléchir et à savoir qu'on doit taire nos rancœurs, nos haines, nos querelles, et puis laisser trop de détails entre nous, parce que comme on le dit, le diable est dans le détail, pour qu'on se mette ensemble pour l'essentiel. Et aujourd'hui, il est grand temps que le peuple malien comprenne ça. Il est grand temps que les Africains le comprennent. Les autres ne peuvent pas venir faire nos pays à notre place. Ce n'est pas possible, ça n'est pas possible. Les recettes qui sont valables pour d'autres n'est pas forcément les recettes qu'il nous faut ici. Bon, donc vraiment, il faut que les gens le comprennent. Voilà. Mais c'est prêt à porter là que nous sommes tout le temps en train de chercher à porter tout le temps. C'est peut-être valable pour les jeans et les chemises, mais ce n'est pas valable pour la vie dans notre quotidien tout le temps. Il faut qu'on vraiment on invente pour nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Voilà. Voilà, Imam, on le sait, le doute grandit pour ce qui est de la finalisation de la transition. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour permettre au Mali d'aller vers une transition apaisée et de lui éviter de revenir à la case de départ, je veux dire par là, de lui éviter, voilà, notre coup d'État. Pardon, vous pouvez répéter la question? Je n'ai pas bien saisi. Je dis déjà, le doute est en train de grandir pour ce qui est de la transition. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui exactement pour une transition apaisée afin d'éviter au Mali de revenir à la case de départ, à notre coup d'État? Vous parlez de la transition, je n'ai pas bien saisi, hein, j'avoue. Oui, c'est la transition. Il estime que le doute quant à la tenue des élections rapides du fait grandit. Est-ce que quand ça va prendre du test, le risque de voir encore le pays confronté à un autre coup d'État n'est pas là? Ben écoutez, je ne le souhaite pas pour mon pays. Et je ne pense pas que, parce qu'il y a un problème aujourd'hui il y a un doute ou bien il y a en tout cas
des problèmes pour respecter la même date peut être vraiment un alibi pour un coup d'État. C'est quand même trop facile. Je ne pense pas qu'il faille aller jusqu'à à ça. Je ne le souhaite pas pour mon pays et je ne pense pas que les Maliens sont suffisamment qu'on est vraiment pessimiste jusqu'à ce point. Nous, on n'est pas dépourvus d'intelligence. Il peut y avoir des problèmes. Il n'y a pas de pays ou des endroits où il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de situations aussi qui n'ont pas connu de problèmes. Mais maintenant, puisqu'il y a des problèmes qu'il faut redoubler d'ardeur, de génie pour que nous puissions vraiment trouver des solutions. Mais je n'envisage pas qu'il y ait un coup d'État ou une crise quelconque qui va nous mettre dans une situation de cas de départ. Hein. Je ne le souhaite pas et je ne le pense pas. Mais il faut souhaiter que vraiment tout le monde se mette ensemble et que les autorités de la transition fassent preuve de beaucoup d'humilité. Je ne pense pas que le discours qui enflamme aujourd'hui puisse vraiment nous aider à aller vers ça. Il faut jouer balle à terre et puis savoir raison garder et chercher vraiment les solutions réelles qui peuvent nous faire sortir de cette situation. Ça vaut mieux aujourd'hui que de vouloir vraiment des bras de fer ou enfin, des incompréhensions ici et là. Voilà. Et entre autres solutions, c'est fait partie de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, 3 grandes figures de l'ancien régime sont en prison. Il s'agit notamment de l'ancien ministre de l'économie et des finances dans le cadre notamment de l'AFTA, de l'avion présidentiel. Est-ce que ces actes posés par les autorités actuelles du pays vous rassurent? Est-ce que selon vous, ça s'inscrit dans la dynamique de la lutte contre la corruption? Il faut le souhaiter. On salue vraiment aujourd'hui cette dynamique, la justice malienne qui montre aujourd'hui des choses intéressantes, qui rassurent le reste du peuple et qui nous montre aujourd'hui que la lutte qui a été menée n'est pas vaine et que ça a un sens au moins. Le reste, on verra. Ça, il faut saluer la justice pour ça, leur courage et puis leur abnégation. Pardon? À propos, il y a la CEDEAO qui retrouve un assemblement sur les militaires de l'ancien régime. Est-ce que vous partagez le même point de vue? Écoutez, la CEDEAO, ils ont leur point de vue, c'est leur point de vue, ils sont libres d'avoir leur point de vue, ça c'est leur point de vue. Mais chez nous ici, je pense réellement que je ne parlerai pas d'acharnement, moi, je parle tout simplement des actions de justice qui sont en cours. Si la justice, dans son indépendance, a jugé nécessaire de relever des dossiers qui sont là, qui ne sont pas des choses qu'on a inventées, mais qui sont des faits avérés, il faut laisser la justice faire son travail, c'est tout. Si c'est des présumés innocents jusqu'à la preuve du contraire, donc pourquoi on doit penser que c'est un acharnement? Je ne le pense pas comme ça, mais je souhaite aussi que ça ne le soit pas. Il ne faut pas que ça soit un acharnement, effectivement, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Au Mali, avant tout, nous sommes des frères et sœurs, nous sommes tous les mêmes. Ça ne peut pas empêcher à la justice de se faire, mais pas le faire parce qu'on a une haine ou bien on a des comptes à régler avec X ou Y, je ne le pense pas. Je pense que nos juges sont suffisamment responsables pour savoir quel acte ils posent. Donc, penser que c'est un acharnement, ce n'est pas tellement ce que je pense et je ne souhaite pas vraiment que ça soit vu comme ça. On a l'impression que la politique les autorités maliennes et la CEDEAO ou la communauté internationale sont en divergence de point de vue. Récemment, la communauté internationale s'est attaquée au Mali en critiquant l'État d'avoir engagé des discussions avec des mouvements qui occupent quand même 2/3 du territoire malien. Alors aujourd'hui, votre point de vue, c'est quoi? Est-ce qu'il faut éradiquer ces mouvements qui sont quand même entretenus par les Maliens ou alors engager des discussions afin de s'entendre sur une paix générale? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, nous, ici, notre imam de la grande mosquée a déclaré ce matin sur les ondes d'un média que sa religion ne lui permet pas de soulever son peuple contre le pouvoir. Est-ce que du point de vue éthique, vous êtes dans la même logique que lui?
Vous avez parlé de quel imam? De grande mosquée de qui? Je n'ai pas bien saisi. De Conakry. De l'âge de Mamadou Salihou Camara. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que sa religion ne lui permet pas de soulever le peuple contre le pouvoir, contre un chef, Ben, c'est sa lecture et sa... Contrairement à ce que vous avez fait. Oui, c'est sa lecture, c'est sa compréhension des choses. Je respecte bien sa lecture et sa compréhension. Ben, vous avez compris que ce n'est pas ma lecture, ce n'est pas ma compréhension, parce que moi, je l'ai déjà fait. Donc, mais je respecte vraiment son opinion et sa lecture des choses. Je préfère parler de moi-même et ne pas juger ce que les autres pensent ou ce qu'ils disent. Voilà, donc... Et comment vous justifiez votre implication dans le débat politique? Moi, je ne suis pas dans un débat politique, je suis dans le débat de mon pays. Je suis un citoyen, j'ai été président du Haut Conseil islamique, je sais, j'ai une responsabilité, parce que j'étais le premier responsable de cette communauté musulmane. Je crois que ne pas m'intéresser à ce qui arrive à cette communauté, moi, de mon point de vue, c'est ma religion même qui me commande vraiment de me battre pour qu'il y ait l'équité, la justice pour ces communautés que je suis censé représenter. Penser que ce qui leur arrive n'est pas mon problème et que si un chef leur fait du mal, ce chef-là, je ne dois pas me lever contre lui, ben ça, ce n'est pas ma compréhension des choses. Alors, puisque nous sommes deux pays voisins, nous avons les mêmes situations aujourd'hui, la transition. Quel regard vous portez sur ce coup d'État intervenu dans notre pays le 5 septembre 2024? Écoutez, je ne souhaite pas vraiment m'attarder sur ça ou faire un commentaire là-dessus. Oui, je le sais, je ne souhaite pas vraiment faire de commentaires. Je dis, je ne souhaite pas faire de commentaires, mais les coups d'État, c'est les conséquences toujours d'une mauvaise gestion de ceux qui gèrent. C'est tout. Ce n'est jamais un hasard, un coup d'État. Voilà. Pourquoi vous parliez avec le président Alpha Condé à l'époque en tout cas, à l'époque où c'était ça, lui-même, il a dans les mouvements, à l'époque, il y a manifestations, il a intéressé la Guinée, vous avez eu des échanges sur le cas malien. Ben écoutez, il a parlé avec moi, j'ai parlé avec lui aussi. Il m'a dit ce qu'il pense de ce qu'on est en train de, ce qu'on faisait à l'époque, et je lui ai dit aussi ma compréhension et ma lecture des choses. Bon, je le respecte en tant que grand frère, il me respecte aussi en tant que jeune frère et imam. Bon, maintenant... avec le colonel Doumbouya? Non, pas encore. Je n'ai pas parlé avec lui, je n'ai parlé avec personne de la Guinée depuis le coup d'État jusqu'à aujourd'hui. Non, je ne le connais pas, je ne connais personne dans leur entourage, vraiment. Pardon? En fait, le président Alpha Condé était très ami à Ibrahim Boubacar Keïta. Quand il a parlé avec vous, est-ce que vous lui avez dit de continuer à combattre? Ben écoutez, ça, on en a fini, c'est ce problème-là. Cette page-là, elle est déjà tournée. Donc vraiment, c'est pas la peine vraiment de faire des commentaires. Elle est intéressante. Ben, elle est intéressante, c'est vrai, mais ce qu'on s'était dit là, bon, ça c'est du passé. Et je crois que maintenant, il faut avancer et puis dire ce qui nous intéresse maintenant. Voilà. Ibrahim Boubacar Keïta, Alpha, c'est du passé maintenant. Voilà. Vous avez parlé avec Idrissa depuis qu'il a quitté le pouvoir? Non, pas encore, on ne s'est pas parlé. En tout cas, l'occasion ne s'est pas présentée encore pour qu'on se parle. Sinon, bon, personnellement, je n'ai rien contre lui. C'est un bon grand frère avec lequel j'ai partagé des moments. Je l'ai dit à qui veut l'entendre. Je ne peux pas nier tout ce qui s'est passé entre nous socialement. Moi, il s'est trouvé qu'on n'avait pas la même façon la même perception de vue, de point de vue par rapport à la gestion du pays, et j'ai donné mon point de vue. On ne s'était pas compris sur ça, mais c'est pas une animosité entre nous vraiment depuis lors, mais on ne s'est pas parlé. Est-ce que le colonel Assimi Goïta vous conseille que vous échangez régulièrement ou de temps à autre? Je ne suis pas son conseiller occulte, hein, je vous rassure. Je suis comme tout le monde. S'il arrive qu'on se rencontre occasionnellement, on se parle, sinon
Je ne suis pas son conseiller, ce n'est pas moi qui le consulte à toutes les décisions. Ça, je peux vous rassurer que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez quand même un conseil à donner au colonel Mamadou Dia? Ben, si j'ai un conseil, c'est de lui dire d'être sincère avec Dieu et puis sincère avec son peuple. Ce qu'il a dit, il a dit des choses vraiment intéressantes qui ont enthousiasmé tout le monde. Et les gens ont cru en lui et que cet espoir-là ne soit pas dessus. Et si j'ai aujourd'hui un conseil à lui donner, c'est bien cela. Il ne sera rien parce que le pouvoir il est ce qu'il est. Mais ce plus grand encore pour un homme, c'est de respecter sa parole donnée. Imam Mahmoud Dicko, merci à vous d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes britannique. Merci bien, merci. Bien de choses à tous les frères en République sarde de Guinée. Merci bien. Salam alaikum.